Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Après la SNCF vendredi, les sabotages continuent hier autour des réseaux de fibre optique dans 6 départements. La situation est rapidement revenue à la normale hier, mais cela pointe à nouveau la vulnérabilité de ces systèmes. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau ce matin dans Good Morning Business. Vous êtes le président d'Infranum, la fédération des infrastructures du numérique. Vous représentez plus de 200 membres qui déploient 30 millions de lignes de fibre qui restent difficiles à sécuriser. Qui reste difficile à sécuriser, qu'on sécurise de mieux en mieux. La preuve avec cet incident face auquel nous avons réagi rapidement. Mais effectivement, il y a un grand chantier de résilience dans notre pays. Ouais, heureusement que Paris n'a pas été touché. Ça aurait été un nouveau coup dur pour l'organisation des Jeux Olympiques. Après la panne de Microsoft, on le rappelle, le sabotage des lignes de TGV, on a frôlé la catastrophe. Oui, alors la temporalité n'est pas anodine en effet. Il s'agissait de nuire et de nuire massivement avec une action coordonnée sur 7 liaisons internationales, avec à chaque fois des gros câbles qui ont été sectionnés. Donc l'intention était de nuire. On aurait pu courir à la catastrophe si nous n'étions pas organisés comme nous sommes aujourd'hui. Philippe Legrand, effectivement, on a appris que ces actes de vandalisme, ils ont principalement touché le réseau en fibre optique longue distance de SFR, un des plus importants de France qui est emprunté par d'autres opérateurs, ce qui veut dire que les lignes qui ont été touchées, elles n'ont pas été choisies par hasard. Non, une fois de plus, parce que ça rappelle les sabotages qui avaient lieu en avril 2022, une fois de plus, les personnes qui sont intervenues étaient des professionnels, équipés, qui connaissaient parfaitement les réseaux et qui savaient quoi faire pour nuire au maximum. Et c'est la raison pour laquelle il faut se prémunir davantage de cela. Alors ce qu'on peut dire déjà dans les méthodes qui existent, c'est que dans ces cas-là, quand ça arrive, les opérateurs, ils ont la possibilité de contourner les réseaux qui sont défaillants. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché pour deux raisons. D'abord parce que les équipes qui ont été dépêchées sur le terrain ont fait un travail formidable. Honnêtement, ils sont intervenus très très vite. Les réparations ont été réalisées en un temps record et en plus, les réseaux ont été rebouclés très rapidement, ce qui fait que pour les particuliers, il n'y a eu que quelques dizaines de milliers de foyers qui ont été impactés seulement, et très peu de temps, parce que le rétablissement du service a été très rapide. Comment on fait pour réparer aussi vite? Parce que comment ça se passe? On donne des coups de hache dans les câbles, c'est ça, de fibre optique? C'est pas des haches, il faut du matériel technique précis pour réussir à sectionner des câbles de cette envergure. Donc il faut aller sur le terrain. Bon, déjà il y a le rebouclage qui marche immédiatement, de façon automatique. Donc ça induit un temps de latence un peu plus long, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va un petit peu moins vite, mais c'est très peu perceptible. Donc ça a bien fonctionné. Et puis il faut aller sur le terrain, identifier la localisation et reboucher les câbles entre eux, de façon à ce que tout cela refonctionne. Et ça se fait facilement? Non, ça se fait pas facilement, mais c'est une vraie technique. Et puis justement, c'est pour ça qu'on peut saluer la prouesse et la performance des équipes sur le terrain. Cette résilience, elle dépend avant tout des hommes, des hommes et des femmes, bien sûr, qui interviennent sur le terrain pour rétablir le service dans ce genre de situation. Philippe Legrand, président d'Infranum, est-ce que l'installation de la fibre, qui s'est faite extrêmement vite ces dernières années, elle s'est faite aux dépens justement de ces mesures de prévention, de sécurité? On peut dire en tout cas que nous avons travaillé ces dernières années beaucoup sur la résilience. Ça prend vraiment ça se traduit aujourd'hui par cette bonne réactivité dont les équipes ont fait preuve, et on salue le professionnalisme des équipes de SFR qui sont intervenues pour le compte de leurs clients. Mais effectivement, nous avons encore des travaux sur la résilience. Il faut savoir que dans les territoires ruraux, les collectivités porteuses de réseaux ont entamé des schémas de résilience. Alors c'est à notre initiative, on l'a lancé ça il y a 2 ans et demi maintenant, et ça commence à produire des effets, y compris dans la capillarité territoriale, parce que là on parle de réseau longue distance, mais ça vaut aussi pour les locaux techniques situés dans les territoires. Il faut qu'on progresse encore sur cette résilience, mais ça en prend le bon chemin, et la preuve aujourd'hui. Ouais, et est-ce que c'est grâce à un maillage encore plus dense qu'on va pouvoir éviter que des centaines ou des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes soient privées de connexion à cause d'actes de malveillance comme celui-là? Oui, la meilleure dissuasion que nous puissions apporter à ces actes de vandalisme ou même de terrorisme, on ne connaît pas trop les motivations encore, une enquête est en cours, mais la meilleure réponse et la meilleure dissuasion, c'est effectivement la capacité de résilience dont il faut faire toujours preuve, et il faut anticiper maintenant ce qui va arriver. Et puis peut-être, il y a un autre point qui est devant nous aussi, c'est la meilleure coordination avec les services de sécurité intérieure, pour que dans ce genre de situation, tous les opérateurs soient bien associés à la cellule de crise. Ça n'a pas été le cas, c'est un peu compliqué, donc je contacterai la DGSI de façon à ce que nous puissions être associés globalement et collectivement dans ce genre de situation, et extrêmement rapidement. Là, ça n'a pas été le cas. Alors ça a été le cas parce qu'on a réussi à rattraper le coup comme ça, les opérateurs se parlent entre eux.
Bien entendu, il y a une bonne, une entente confraternelle, on va dire, entre les opérateurs et ça fonctionne bien. Toutefois, il faut mieux l'organiser pour être plus réactif. On pourrait être justement plus. Là, ça c'est revenu à la normale en combien de temps? En quelques heures, hein. En quelques heures. Ouais, quelques heures. Et pourtant, c'est arrivé à 2h15 du matin, entre 2 et 3h du matin, sur 7 endroits en même temps, sur des artères de longue distance, des artères internationales. Donc, vous voyez, c'était pas si simple. La marge de progression, elle est de combien? On peut gagner combien de minutes, d'heures? On peut gagner, ça peut être immédiat si le rebouclage est total. Bon, après, il ne faut pas être extrémiste non plus, jusqu'au boutiste dans la résilience, bien entendu, mais sur les artères à longue distance, effectivement, c'est bien d'avoir eu ce rebouclage qui a permis de réagir très très vite. Philippe Legrand, est-ce qu'il y a des réseaux sensibles qui sont mieux protégés que d'autres? Des réseaux sur lesquels un sabotage comme celui qu'on a connu ne pourrait pas arriver? Oui, la criticité des réseaux, notamment l'entrée des data centers, doit être encore améliorée dans certains cas, mais effectivement, les réseaux les plus sensibles font l'objet non pas d'un rebouclage, mais d'un multiple rebouclage. Et ça, c'est quand même... Et puis de l'accès aux infrastructures qui est beaucoup plus difficile. Mais là, encore une fois, je vous le dis, les personnes qui sont intervenues avaient les plans, elles avaient les outils, elles savaient comment intervenir, elles se sont coordonnées. Et on a affaire à des spécialistes, alors des spécialistes qui finalement ont eu aucun impact sur les gens, et tant mieux, mais quand même il faut bien avoir en compte le fait que les gens sont formés et équipés. Mais sur les réseaux sensibles qui sont mieux protégés, on parle de quoi? Des hôpitaux, des services d'État, de réseaux d'entreprises? Des centrales nucléaires, des sites militaires. Qui bien entendu, eux, sont encore plus sécurisés, avec une redondance qui parfois va au-delà du simple réseau physique, avec des réseaux radio en plus, la résilience et les protéiformes. On parlait un peu plus tôt dans cette émission aussi des réseaux électriques, parce que évidemment ça allume quelques ampoules rouges du côté du réseau de RTE notamment, qui a renforcé la surveillance de ces sites et qui se prépare à des mesures plus fortes pour la prochaine décennie. De votre côté, chez les télécoms, comment est-ce que vous pouvez aussi, au niveau de la sécurité et de l'encadrement de ces lignes, travailler? Oui, c'est ça. Alors, on a de la coordination avec les réseaux énergie, notamment un comité de pilotage avait été mis en place par Jean-Noël Barrot et Agnès Pannier-Runacher, de façon à nous mettre en relation avec les fournisseurs d'énergie, et notamment RTE, les distributeurs, et Enedis aussi. Et on a d'ailleurs signé des conventions de partenariat avec Enedis. Il y a encore du chemin, parce que l'énergie, c'est le point sensible de tous les réseaux télécoms, et c'est celui qu'il faut bien sûr sécuriser davantage, en tout cas en premier, pour prévenir ce genre d'incident. Merci beaucoup.